soir. Règlement de compte, guerre de territoire, saccage, vol avec agression, homicide, les bandes sont de plus en plus violentes. Dans la rue, dans les transports en commun, dans les zones commerciales, un mot, un regard peut être le prétexte d'un terrible déchaînement de brutalité. En France, il y aurait plus de 200 bandes, dont les 3/4 à Paris et en région parisienne. Elles sont toutes attachées à un quartier, un immeuble, parfois même à une simple cage d'escalier et entendent bien y faire régner leur loi. De plus en plus agressifs, les membres des bandes sont aussi de plus en plus jeunes. Certains n'ont même pas 15 ans. Alors, qui sont-ils? Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Et surtout, comment les forces de l'ordre luttent-elles contre cette nouvelle forme de violence? Pendant plusieurs mois, nous avons suivi sur le terrain des policiers du site, un service spécialisé dans la lutte contre les bandes qui sévissent dans la capitale, une immersion saisissante. Voici les nouvelles guerres des gangs. En France, entre 2000 et 5000 jeunes font partie d'une bande. Comme ça attire partout, voilà, c'est ça. La moitié d'entre eux sont des mineurs. À Paris, 52 groupes sensibles ont été identifiés. Tous les jours, j'ai des menaces. Tous les jours. Parce que je baisse pas ma tête. Agression, violence gratuite, guerre des bandes. Les policiers sont en permanence sur le qui-vive. Enquête au cœur de l'action. Regardez comment on est obligé de s'équiper face au phénomène de bande. Les fonctionnaires avec des boucliers, des casques. Tout ça quand on vient porter secours à une dame qui se fait agresser. Qui ont repéré une bande de 20 à 25 mecs cagoulés qui ont des cocktails Molotov dans les mains. On en a pris déjà une bonne dizaine dans la soirée. Vous avez le cocktail Molotov, l'allumeur. Il y aurait une voiture grise qui s'est partie avec 2 individus cagoulés qui auraient rafalé sur la foule. C'est facile de trouver un gang qui fait du taf. Je te remercie, salopard. Ça me fait mal de le voir comme ça me fait mal par rapport à ces conneries, ça me fait mal. Je sais plus quoi faire. Et moi, on m'a appris qu'il vaut mieux toujours être le boucher que le veau. Quoi qu'il arrive, vous restez derrière nous. Paris, minuit. Au beau milieu de sa patrouille, le brigadier-chef Christophe reçoit un appel d'urgence. Une fusillade vient juste de se produire dans son secteur, au nord de Paris. Il faut faire vite, afin de ne pas laisser s'échapper les éventuels témoins. À peine arrivé, la patrouille remarque un homme qui semble sous le choc. Qu'est-ce qu'il a vu, lui? Il est plein de sang, lui. Oh, monsieur! Monsieur! Vous avez vu quoi, là? Monsieur, arrêtez-vous! L'homme est en sang. Visiblement, il était aux premières loges. Je sais pas. Pourquoi vous êtes plein de sang, monsieur? Bah, c'est comme ça attire partout, voilà, c'est ça. Il est parti où le monsieur? Monsieur! Monsieur! Et il se casse! Manifestement, l'homme n'a pas envie de parler. Mais pour ce policier et ses hommes, pas question de laisser s'échapper un témoin important. Oui, tranquille. Ils sont venus, ils étaient là, et ils sont descendus de la voiture tranquille. Jusqu'ici, voilà, ils sont rentrés même dedans, ils ont tiré sur mon pote là en bas dedans. Ouais, il est mort dedans là. Il avait pris une balle aussi? Ouais, sûrement, oui. Eh monsieur, ça c'est une balle coincée. Hein. Je sais pas. Attends, on va appeler les SPI. L'homme est hagard. Il ne s'est même pas aperçu que dans la fusillade, il avait reçu une balle dans le bras. Sur place, le brigadier-chef prend les opérations en main. Priorité, guider les pompiers jusqu'au lieu du drame. Dans une entrée d'hôtel, on arrive, il y a un individu allongé qui pisse le sang. Au 24, il y a un autre blessé avec le TL, et apparemment il y a un autre blessé rue Ordonnaire, si j'ai bien compris, qui est avec la BAC. Voilà. 31 Le Thor, hein, il y a une personne qui est allongée, qui est blessée, les pompiers, je vais payer. Le bilan est lourd, 2 morts et 1 blessé grave. En attendant l'arrivée des renforts, Christophe rassemble les premiers éléments de l'enquête. La rumeur locale fait qu'il y aurait une voiture grise qui s'est partie avec 2 individus cagoulés qui auraient rafalé sur la foule. J'en sais pas plus. Pour comprendre ce qui s'est passé, les policiers interrogent tous les témoins de la scène, à commencer par cet homme, un ami de la victime. Il y a de la musique, il y a de la circulation partout, vous avez vu comment vous faites là? Vous avez assisté à quelque chose? J'ai assisté, j'ai rien vu, j'ai vu que des rafales. C'est tout. Vous avez des gens cagoulés, rafalés, c'est tout. Des gens cagoulés, rafalés. Voilà. De mecs cagoulés? Les gens veulent dire tirer. Dis-moi, si tu veux qu'on chope les mecs, dis-le-moi. Il est mort. On fêtait son anniversaire ce soir. Il a 28 ans aujourd'hui. Ce témoin a vu toute la scène, et comme les autres habitants de ce quartier, il est encore effrayé par la violence de l'attaque. Tu m'as mis
J'ai fait le plus vite possible. Il a 28 ans, non, on était là en train de boire pour son anniversaire et tout. Il y a une voiture qui arrivait rue Versini. Côté passager, il est descendu cagoulé, il a tiré une rafale de Kalachnikov. Kalash? Ouais. Vous avez vu la Kalash? Ouais, Kalachnikov. Une personne toute seule? Non, il y avait le conducteur cagoulé. La personne qui est descendue, ils étaient trop dans la voiture parce que lui, il est parti en courant, il est rentré là. Il y en a un qui est descendu de la porte arrière avec un pistolet. Il est rentré, il l'a achevé et ils sont repartis par là. Qu'est-ce qui aurait pu lui en vouloir? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je ne peux pas vous dire qu'il aurait pu lui en vouloir. On était là tranquille. Si on avait peur de quelque chose, on ne resterait pas comme ça. Franchement, je ne peux pas vous dire c'est qui peut lui en vouloir. Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent. Dans la rue, la tension commence à monter. Ici, calme-toi, 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 calme-toi. On les a appelés, c'est ça l'urgence, d'accord? C'est ça l'urgence. Mais te mélange pas, c'est ça l'urgence. Il y a un mec qui est allongé, qui est blessé, saignant, il respire plus, au fond là-bas. Même si respire plus. Attends, allez, laisse-les passer. Allez. Sur place, les pompiers tentent le tout pour le tout. Mais ils ne peuvent que constater le décès de la victime. Ouais, 18 Sierra Bravo, hein. Réanimation pompier de l'un et arrivé sur place. Dehors, la tension monte encore d'un cran. Laissez-les faire, laissez travailler les pompiers. À l'intérieur, le frère de la victime crie sa détresse. Laissez travailler les pompiers. La situation devient incontrôlable. Trop de monde investit la scène de crime et empêche les enquêteurs de travailler. Il faut faire un périmètre. Allez, faites un périmètre. On écarte. Grâce à l'arrivée de renforts, un cordon de sécurité est enfin mis en place. La scène de crime est maintenant protégée. Les policiers vont pouvoir récolter les indices et reconstituer un premier scénario du drame. La première victime qui s'était réfugiée dans le hall de l'hôtel a été achevée à bout portant. 10 mètres plus haut, l'un de ses amis a été abattu devant la grille de ce magasin. La troisième victime, grièvement blessée, a elle aussi été touchée sur le trottoir. Des impacts de balles, a priori d'armes de guerre, très gros calibre, qui ont été tirés ce soir. Et le bilan aurait pu être encore beaucoup plus lourd. En tout, les tueurs ont tiré plus d'une 50aine de balles au milieu des passants. Reste à comprendre les raisons de cette scène de guerre en plein Paris. Quand il y a des gens qui arrivent, qui tirent à l'arme lourde sur d'autres personnes, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Je suis pas enquêteur, je constate. Ça peut être quoi? Ça peut être un règlement de compte, une affaire de trafic de drogue? C'est possible. Là, je peux pas le dire l'affirmer à 100%, mais c'est une possibilité, effectivement. On ne sort pas les armes gratuitement comme ça. Ça peut arriver, gratuitement. C'est rare quand même. Voilà. Règlement de compte entre bandes, guerre de territoire ou différends liés à des trafics. L'enquête est toujours en cours. Mais ce fait divers sanglant illustre un phénomène qui inquiète les autorités. L'émergence de bandes de plus en plus violentes et certaines n'hésitent pas à attirer les policiers dans des guet-apens. 13 juillet, 300 mètres au-dessus de Paris. Un hélicoptère de la police surveille discrètement la capitale et sa banlieue. Équipé d'un phare et d'une caméra à visée nocturne, il scrute les zones sensibles afin de repérer d'éventuels fauteurs de troubles. Rien ne lui échappe. En cette veille de fête nationale, la soirée est propice au débordement et la nuit promet d'être chaude. Pour nous, sur la petite placette. Il y a cocktail Molotov et... il y a quelque chose là à gauche. Dans le nord de la capitale, le copilote repère une activité suspecte. L'alerte est aussitôt donnée aux équipes au sol. On a des groupes civils qui ont repéré une bande de 20 à 25 mecs cagoulés qui ont des cocktails Molotov dans les mains. La Curial-Cambrai, tous les ans, au 13 juillet, 14 juillet, ils nous font le même coup. Donc on a demandé aux groupes civils de rester en périphérie et de ne pas rentrer tout seul. Ils nous attendent en appui avec les flashballs et les boucliers pour qu'on puisse donner l'appui et rentrer dans la cité. Donc ça, c'est une cité où on reçoit souvent des projectiles, mortiers et puis cocktail Molotov cette année. Allez les gars, vers moi! Quelques minutes plus tard, les hommes du commissaire sont prêts à intervenir. Ils sont juste là, les gars.
merci en cours. Mettez-vous là sur le côté. Ouais, bah, aux effectifs présents, attention, hein, c'est du mortier, donc charge importante, hein, ça pète fort. Ce que les policiers appellent mortier, ce sont de gros feux d'artifice, strictement réservés aux professionnels. Certaines bandes n'hésitent pas à s'en servir contre les forces de l'ordre. Bon, un groupe, hein, 5 à 10 individus, ils arrêtent pas de balancer du mortier, on les a vus. Hein. Ils sont 100 mètres face à nous, donc on attend votre top et on peut les prendre en tenaille. Allez, c'est parti, on monte les gars. Attention à ce qui va arriver. Ça court, ça court! Ça part dans la bagnole! Dans la bagnole! La bagnole! La bagnole! Devant l'intervention des policiers, les individus cherchent à prendre la fuite, mais la police est plus rapide. Les passes! Fous-moi une passe là-dessus là. C'est bon les gars, c'est bon, c'est propre. Rue Tchaïkovski, 7 ou 8 interpellations d'individus en attroupement armé avec jet de mortier, jet de projectiles. La situation est figée, pas besoin de renfort, c'est reçu? La tension retombe. Il ne s'agit en fait que de jeunes, totalement inconscients du danger, qu'ils font courir aux riverains. Cette année, une femme est morte après avoir été touchée par l'un de ces explosifs. Approchez-vous. Tout ça là, tout ce qui est là, c'est à qui? C'est quoi? C'est des fringues? Il reste des pétards, des conneries, du mortier? On n'est pas... Arrêtez de dire on n'est pas. Vous avez vu ce que vous balancez comme charge là, les mortiers? Mais vous avez pas vu, on l'a fait en l'air. Vous savez sur qui ça va? Vous savez pourquoi on vient? Pourquoi? Bon, vous avez bien tiré des mortiers dans tous les sens puisque ça passe même au-dessus des immeubles. C'est bien vous qui les balancez puisqu'on est en bas depuis 20 minutes, on vous regarde faire. Vous n'avez même pas vu et après vous partez dans la bagnole et vous dites c'est pas moi, soyez au moins correct et reconnaissez les choses. Ah ouais, il y a un mortier aussi là. Monsieur, le mortier on va le récupérer ici, ce sera ça de moins. Hop. Ah, vous nous demandiez ce que c'était, voilà. Coffret, 6 bombes, ils appellent ça des bombes, vous voyez quand même. En fait, c'est des mortiers qui servent à être tirés, enterrés. Distance de sécurité minimale pour le public, 30 mètres. C'est interdit à la vente, c'est sur internet, c'est des achats parallèles. Hein. Ça se vend pas en boutique, c'est interdit. Puis de toute façon, il y a des arrêtés préfectoraux en plus pour l'interdiction de vente de pétards. Déjà, les pétards de base qui sont vendus en magasin, donc ça encore plus. Ça, c'est totalement interdit, c'est des charges explosives. C'est pour les professionnels des artifices, pas pour les jeunes. Les jeunes passeront la nuit au poste, mais pas le temps de souffler. Quelques rues plus loin, un groupe d'individus serait en train de préparer un guet-apens. Il est où Julien? Il est parti avec Théo Delta? Mais où? Squarléon. Et nous on va où? Et nous on va à Raymond Queneau. Qu'est-ce qu'on a eu? J'ai pas d'infos. Raymond Queneau, ils ont foutu le quartier dans le noir et ils mettent des barrages sur lesquels ils mettent le feu. On a quoi, 2 sections? Ouais, on a 2 sections. Ça veut dire quoi mettre un quartier dans le noir? Eh ben, ils ont cassé le transformateur qui alimente l'éclairage urbain. Donc toute une rue sur 100 mètres à peu près dans la pénombre. Sur place, les policiers progressent lentement. Dans le noir, le danger peut venir de partout. Là, je suis sur Raymond Queneau, il y a des feux partout là. C'est incendié, ils ont coupé l'électricité, donc on est sur des barricades enflammées sur toute la cité. Donc pour le moment, on progresse dans le noir. Vous me repassez un coup de fil tout à l'heure. Merci. Au bout de la rue, les pompiers sont déjà affairés à éteindre une barricade enflammée. Une cité, barricade en feu sur tous les 10 mètres. Et l'éclairage... Ouais, ils ont coupé. Donc on est dans le noir pendant 3-4 heures toute la nuit et puis ils font des petits coups comme ça. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est où? Donc ça, ici, à Curial, à Orgue de Flandre, ils coupent, ils connaissent les compteurs, ils coupent et puis ils sont chez eux. Difficulté parce que éclairer pour voir où on progresse, c'est se montrer. Et progresser dans le noir, c'est risquer de tomber sur un petit guet-apens plus organisé. L'année dernière, ça tombait des fenêtres, on recevait des boîtes de conserve. Donc une boîte d'1 kilo sur la tête, ça peut faire mal. Là, ils sont pas là. Donc, ils ont dû mettre le feu il y a un petit peu de temps puis aller faire ça ailleurs. Donc on va tourner jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Et les policiers n'ont pas longtemps à attendre. Un groupe suspect est repéré à l'autre bout de l'arrondissement. Là, on a Solidarité là, qui commence. Solidarité, une barricade, 20 mecs cagoulés qui nous attendent. Cette fois-ci, l'affaire est sérieuse. Dans le quartier, des petites barricades encombrent les rues. Le but, obliger les policiers à se déplacer à pied. Comme ils le redoutaient, à peine arrivés dans la cité, les policiers sont la cible de projectiles. Les suspects sont à quelques dizaines de mètres. Pris en tenaille par les forces de l'ordre, ils sont pris au piège. Les policiers chargent. L'intervention est musclée et brise toute résistance.
La plupart des jeunes interpellés sont mineurs et tous appartiennent au même quartier du nord de Paris. Vous avez le groupe de Curial-Cambrai qui, chaque année, de façon récurrente, nous crée le même genre de guet-apens, toujours les mêmes motifs et les mêmes façons de jouer. La semaine dernière, on a fait une opération dans cette cité. On est venu, on a fait une opération très calme, ils ne s'attendaient pas à nous voir. Ils nous ont donné rendez-vous en disant on se voit le 13 et le 14. Chaque année, ils jouent au 13 et 14 juillet avec leur mortier, avec les forces de l'ordre. Un mortier. Mortier d'artifice, mortier de 40. Voilà. Il y a plusieurs. Bon, on en a pris déjà une bonne dizaine dans la soirée. Et qu'est-ce que ça peut faire, ça? Des brûlures graves. C'est ça qu'on est doté de lunettes. Mais sur l'un des suspects, ils trouvent encore plus dangereux. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous avez le cocktail Molotov, l'allumeur, la bouteille remplie d'essence avec la mèche. Qui a été allumé d'ailleurs. Qui était en train de... Voilà, le genre de projectiles qui sont jetés sur les forces de l'ordre. Ouais, bon, pour un premier bilan sur Curial-Cambrai, 5 individus interpellés. On va les présenter au SARIJ pour attroupement armé. Ils sont en possession de mortiers, de cocktails Molotov et certains ont été identifiés formellement pour jet de projectiles et de cocktails Molotov. C'est reçu? Mais la soirée est loin d'être terminée. Toute la nuit, l'hélicoptère de la police survole la capitale et sa banlieue pour guider les équipes au sol. Et toute la nuit, les guet-apens vont se succéder. Lamance Mazzou, vous êtes l'ex-chef du gang des Fight Boys. Vous êtes aujourd'hui consultant, écrivain, auteur d'un livre « J'étais un chef de gang » aux éditions de la Découverte. Les armes, aujourd'hui, elles sont monnaie courante dans ces gangs et dans ces bandes? Il y a beaucoup plus d'armes aujourd'hui, en effet, tout simplement du fait de l'éclatement des frontières, etc., notamment avec les blocs de l'Est. Donc forcément, ça circule beaucoup plus facilement. Moi, dans mon époque, on pouvait acquérir des fusils à pompe, ça s'achetait dans les magasins. Il suffisait de présenter tout simplement sa pièce d'identité. On pouvait trouver des armes, voilà, des pistolets à main, etc. et tout. Aujourd'hui, ils ont accès à des armes de guerre, ils ont accès à du matériel comme du plastique, voilà, des choses qui sont quand même assez lourdes. Hein. Donc, c'est extrêmement dangereux hein, pour eux, pour les autres, davantage pour les autres et tout, mais également pour eux, parce que je crois qu'ils ne sont pas conscients de... Oui, ils le mesurent. Ouais, je pense que quand on est dans une bande, on n'est pas conscient réellement de ce dans quoi on s'est impliqué, jusqu'où ça peut vous mener. Si les gens adhéraient à ça en sachant bien dans quoi ils mettaient les pieds, on aurait des bandes beaucoup plus grandes, aussi grandes que nous avant. Parce que beaucoup plus de gens les intégreraient assez facilement et tout. Or, ça reste un nombre très, très limité. Dès le lendemain, les jeunes interpellés par les hommes du commissaire David sont conduits au site, le service spécialisé dans la lutte contre les phénomènes de bande. Ils cherchent à savoir qui a fourni les cocktails Molotov. Ils t'ont interpellé comme ça? Ils m'ont interpellé. Oui. Ils m'ont fouillé. Il y avait un rassemblement. Qu'est-ce qu'on te reprochait? Participation à un attroupement armé? Oui. D'accord. Tes amis, ils n'avaient pas de cocktail Molotov? Comment? Si. Si? Ah bah voilà. Tu peux nous dire qui? Je les connais pas. Tu les connais pas? Tu dis que c'est tes amis, mais tu les connais pas? Parce que tu veux pas les balancer, c'est ça? Hein? Âgé de 17 ans, l'adolescent risque 3 mois de prison. Seul face aux policiers, il réalise qu'il est dans une impasse et brutalement, il craque, comme un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures pourquoi? Parce que tu veux pas balancer tes copains, c'est ça? Hein? Ils savent très bien que ce soit ce genre de truc, ils risquent d'être déférés. Alors bon, peut-être que certains aimeraient dire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que dans leur quartier, si on parle, on est une poucave, hein, dans leur jargon. Ça veut dire quoi? Une balance. Vous savez bien, vous savez bien. Vous savez bien quoi? Qu'est-ce que je sais bien? Vous savez bien comment ça marche ici. Comment ça marche? Oui. C'est-à-dire? Il y aura des représailles. Quoi? Il y aura des représailles? Les représailles, c'est dès lors que dans le quartier, l'information a circulé qu'il y a une poucave, on prend ce terme-là, ils le cherchent et puis c'est des violences à son encontre. Après, dans le quartier, la vie devient impossible. Hein. On a déjà eu le cas. La vie devient impossible pour eux dans le quartier. Pour eux et pour leur famille. Il y aura principalement des violences. Plus ou moins graves. Ça peut aller de la simple gifle
Un passage à tabac en règle, à ce qu'on a pu voir, hein, des coups de feu, des coups de couteau. Des coups de feu. Oh, oui. Il faut se faire tirer dessus. Dans ce quartier-là, il y en a qui se sont fait tirer dessus, en représailles. Impossible pour le jeune homme de réprimer ses sanglots. Dans le petit bureau du policier, il semble réaliser que la violence des bandes peut aussi se retourner contre lui. Finalement, il ne parlera pas et devra répondre de ses actes devant un tribunal, avec les autres jeunes interpellés ce soir-là. Il y aurait près de 200 bandes en France et le phénomène est devenu l'une des priorités des autorités. À Paris, la police a même créé un service spécialisé, le CIT, un service exclusivement dédié à la lutte contre les bandes qui sévissent sur la capitale. À sa tête, le commissaire Maurice Signolet. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors ça, c'est la cartographie des bandes violentes. On a 29 bandes identifiées sur Paris, des bandes comme telles, et une cinquantaine de groupes à risque, avec également les lieux d'affrontement. Par exemple, le Forum des Halles est un endroit très prisé, puisque c'est le carrefour de tas de lignes. La Gare du Nord également, la place Pigalle, parfois les Champs-Élysées, le vendredi ou le samedi soir, et puis épisodiquement, par exemple, la Foire du Trône. Ces bandes sont parfaitement identifiées. Elles sont surtout ancrées dans le nord et l'est de Paris. Et chacune appartient à un quartier, une cité, voire un immeuble. Pour établir cette carte, une dizaine de policiers répertorient chaque bande, compilent tous les rapports et dressent un inventaire complet de tous les incidents. Pour mieux les connaître, ils surfent même sur Internet. Bon, il faudra l'actualiser, mais c'est bon là. Hein. Car la plupart des bandes tiennent à jour un blog. Ils posent même sur des photos, dans des attitudes provocantes. S'il y a une altercation, un affrontement la veille, dès le lendemain, on va avoir une revendication sur les blogs, et avec des fois des photos. Et donc, ça nous aide énormément. Depuis quelques mois, les enquêteurs du site surveillent tout particulièrement une bande du sud de Paris. Il y a eu des échanges de coups de feu, il y a eu des coups de couteau, il y a eu des gens même qui ont été amputés d'un membre, etc. Donc les affrontements sont récurrents. Et de longue date, de très longue date. J'allais dire, ça se perd un peu dans la nuit des temps, mais depuis environ 3 ans, on peut dire que ça a redoublé de violence. Le territoire de cette bande, le voici. Un ensemble d'immeubles, en apparence tranquille, où vivent 2600 habitants. De toutes origines. Mais c'est aussi le théâtre de violents règlements de compte avec des bandes venues d'autres quartiers. Les policiers enquêtent justement sur une bagarre ultra-violente qui vient d'avoir lieu dans la Poste, au pied de la cité. Sur les caméras de vidéosurveillance, on peut voir 2 jeunes pris à partie par un autre individu et l'un d'entre eux n'hésite pas à sortir son arme. C'est un règlement de compte parce qu'il y avait eu déjà une fusillade dans le quartier. La scène dure moins d'1 minute, les agresseurs repartent. C'est une revendication identitaire, identitaire d'un territoire, parfois même d'un arrondissement d'une manière très large, mais plus fréquemment d'un ensemble d'immeubles, d'une rue, voire d'une cage d'escalier. On a vu des rivalités de cage d'escalier à cage d'escalier. Le simple fait pour une personne venant d'un autre bâtiment, venant dans leur cité, peut être considéré comme une agression. Je te prends ça, parce que je vais aviser la place. C'est l'un de ces hommes, Didier, qui est en charge de l'affaire. Premier travail, décrypter le rôle de chaque individu et tenter de les identifier. Voilà. Lui, c'est lui qui vient chercher de l'argent. Et son petit copain, c'est lui. Ils habitent sur le 14e et la poste se situe sur le 15e. Et en se rendant à la poste, ils seraient passés devant la cité qui est mitoyenne à la poste, la cité Périchaud. Alors qu'ils sont dans la poste, 3 petits gamins les ont vus rentrer, ils sont venus faire un repérage dans la poste et ensuite ont alerté les copains pour visiblement régler un compte qui pour l'instant nous échappe. Au moment de sortir, les 2 jeunes qui ne sont pas sur leur territoire comprennent qu'ils sont attendus par la bande rivale.
Ils se sentent pris au piège. C'est là que l'un d'entre eux sort son arme. Voyant ça, l'individu qui se trouve là, lui, se jette dessus, très courageux. Lui prend peur, recule, braque. Et là, en fait, fait usage de son arme. Ça fait clic. Selon les témoins entendus dans la poste, ça fait clic. Sauf que, forcément, n'est pas Tom Cruise qui veut. Donc, ça marche pas. Du coup, il regarde bêtement son arme. Il comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Après la bagarre, le porteur de l'arme est amené au commissariat. Il a 15 ans et il est déjà connu des services de police pour des affaires de violences urbaines, de recel et de port d'armes illégales. Asseyez-vous, je vous en prie. Dans cette affaire, il pense être simplement convoqué en tant que victime de l'agression. Quant à l'arme qu'il a utilisée, il a déjà une réponse toute faite. Il y a une arme? Une arme, c'est-à-dire? C'est un pistolet à billes. Un pistolet? Ouais. Un pistolet à billes? Ouais. Et qui l'avait, ce pistolet à billes? C'est vous? Quand on rentre dans la poste. Le jeune homme affirme qu'il ne s'agissait que d'un pistolet à billes, un jouet en vente libre et totalement légal. Mais pour lui, cela va se compliquer. Le problème, c'est que sur place, nous, on a retrouvé des cartouches. Ah bon? Et c'était pas un pistolet à billes. Donc il va falloir que vous expliquiez là-dessus. Donc moi de ce fait, je vous place en garde à vue à compter de l'heure où vous êtes présenté et il va falloir qu'on voit un peu cette histoire. Le jeune homme reconnaît finalement qu'il s'agissait d'un pistolet à grenaille. Tiré à bout portant, cela peut être mortel. Ce garçon qui s'est présenté tout à l'heure comme une victime risque maintenant d'être mis en cause pour tentative d'homicide. Et il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Tu l'as trouvé où, ce grenaille? Derrière la parquette. Une arme soi-disant trouvée dans la rue, derrière une supérette. L'adolescent ne semble absolument pas avoir conscience de la gravité de son comportement. D'accord? Dites j'arrive, j'ai un pistolet à billes. Faux. D'où t'as manipulé des armes déjà avant? J'ai jamais manipulé, j'entends et je regarde. Tu regardes qui? Je regarde à la télé et tout. C'est pareil. C'est pareil. Imagine au moment où tu braques, dans la poste, il y a un fonctionnaire de police qui va prendre son service et qui est équipé de son arme. Moi, ça m'arrive. Je te calibre. Ah, mais tu me bouge pas avant. Ah non, mais tu plaisantes ou quoi? Je sais pas, moi, si ton arme, elle est chargée. Je sais pas si elle est factice, si c'est un grenaille, si c'est un bille. Mais il est tout petit comme ça. Mais peu importe. Peu importe. Allez, on avance. Ce qui inquiète les policiers, c'est que l'arme utilisée dans la bagarre reste introuvable. Il faut la retrouver avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains et qu'un drame ne se produise. Il décide alors de perquisitionner au domicile du jeune homme. Ses parents sont divorcés et il vit chez sa mère. Bonjour madame, c'est la police. On vient D'accord, on vient procéder à une perquisition avec votre fils. Il est en garde à vue pour des faits qui se sont déroulés fin juin. Oui. Je t'ai dit, tu rentres plus. 6 h du matin. 6 h du matin. Mais monsieur, je n'ai marre. Oui, non, je n'ai marre, monsieur. Je comprends. Je n'ai marre, on fait honte, là. Venez, madame. Venez, madame. Venez. Dans la chambre du garçon, les policiers découvrent une armoire bien rangée, une console, une dizaine de jeux, un ordinateur portable. Mais aucune arme. De son côté, sa mère explose. Je te remercie. Je te remercie, salopard. Je te remercie, espèce de connard. Oh, de la haram, chez mes copains. Non, c'est fini, c'est les copains. Madame. Les copains, hein. Les copains. Je comprends votre réaction. Les copains. Mais c'est pas la bonne chose. J'en ai marre de lui. Non, j'en ai marre de lui. Il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Les copains. Mais à chaque fois, les copains, tu vas où? Chez mon copain. Tu dors chez qui? Chez mon copain. Tu dors chez qui? Chez mon copain. Je suis désolée, je suis comme ça parce que je peux plus. Mon Dieu, j'ai envie de le bouffer. Ça te fait marrer, ta mère qui est comme ça, non? Ça me fait mal de le voir comme ça me fait mal par rapport à ses conneries, ça me fait mal. Je sais plus quoi faire. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas comprendre. J'ai tant fait pour qu'il soit bien, pour trouver une maison, regarde, mais il est pas content. Je n'ai marre. Je n'ai plus pour aller travailler, je n'ai plus de courage à aller travailler mon travail, je n'ai plus à cause de tellement je ne plus rien. Parce que je ne peux plus. Bilan, une mère désespérée
et une arme, toujours en circulation. Dans la voiture, les policiers tentent de faire la morale au jeune homme. Oh, tu dois pas être mal chez ta maman quand même, parce que c'est bien rangé, impeccable. Ce téléphone portable, tu dois te faire servir à bouffer, etc. C'est ta mère qui range la chambre. Dis-toi bien un truc, hein. Si t'avais calibré le mec qui était en face de toi, enfin si ton flingue avait fonctionné ou si t'avais su t'en servir, à droite là. Y a pas de balles. Ah, et comment ça se fait qu'on trouve des cartouches à la poste, jeune? Mais des balles, mais je les ai pas mis dans le gun. Ah, bah voilà, dans le gun, déjà. Rien qu'à voir comment tu parles. Après savoir chanter. Un gun, tu sais même pas t'en servir, mais tu sais comment appeler ça pour avoir l'air d'un caïd. Dans le gun. Qu'est-ce qui lui serait arrivé si ça... T'inquiète pas, je m'en servir. Malgré la gravité de la situation, l'adolescent continue de fanfaronner. La suite de la perquisition a lieu chez le père du jeune homme. On va faire une petite perquisition à votre domicile. Pourquoi faire? Il n'habite pas chez moi. Mais oui, mais on est obligé. Ça fait 6 mois qu'il n'est pas venu. Ben oui, mais on va quand même la faire, monsieur, on est obligé. Depuis que son fils a des ennuis avec la justice, ce père refuse de le laisser entrer. Allez-y. Le problème... Alors... Il ne rentre pas chez moi, hein? D'accord? S'il vous plaît, monsieur. Non, on va faire... Voilà, il y a 6 mois, il a été poursuivi pour une affaire de vol avec violence. Chez son père, les policiers avaient retrouvé le kit du parfait criminel. Il est là avec un pistolet à billes, un couteau, un marteau prise à glace et un cagoule. Écoutez mon collègue. Aujourd'hui, ce père a peur de son propre fils. Est-ce qu'il a encore des affaires? Il n'y a rien du tout, rien. Et dans la cave, il n'y a rien à lui non plus? Rien, il n'a pas de clé de cave. Il n'a pas les clés de la cave? Non. D'accord. Attention, il est où le petit? Il est à l'extérieur avec des collègues. Ah, d'accord. Ah, vous nous avez demandé à ce qu'il rentre pas. Il me vole quelque chose. Ah ouais. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Les perquisitions n'ont rien donné. Réfléchis à toutes les conneries que tu fais, toi. Mesdames. L'arme reste introuvable. Le jeune homme repart au commissariat. Comment entre-t-on dans un gang et comment s'en fait-on accepter? Il s'agit de jeunes qui ont certainement des problèmes à la maison. Moi, ça a été mon cas. Je veux dire, je m'entendais pas avec mon père. Il y avait des difficultés financières. C'est des choses que je vivais très mal. Je supportais pas déjà de voir mes frères et mes sœurs, puisque j'étais un des plus grands, notamment le deuxième et tout, en train de vivre des choses qui étaient difficiles pour eux. Donc, il est plus facile à ce moment-là d'aller dehors et tout, de retrouver des gens qui sont comme nous, d'autres jeunes et tout, avec qui on peut partager, discuter. Et puis petit à petit, les choses commencent comme ça. On commence à traîner ensemble, on se trouve des affinités, on reste ensemble. Et puis au tout départ, quand vous êtes encore une petite bande, bon bah tout le monde peut venir un peu se greffer à ça parce que bon c'est le contact, ça se passe bien. C'est un peu comme à l'école, on rencontre un copain, on discute avec lui, on regarde avec lui, ça se passe bien. Et donc voilà. Et puis si certaines de ces bandes se structurent, ce qui a été le cas pour nous, ce qui est le cas pour certaines aujourd'hui, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que bon bah s'ils choisissent un certain chemin, qui est le chemin de la violence, par exemple, des bagarres, des affrontements, etc., ben, ils vont peut-être beaucoup plus sélectifs et tout, parce qu'il leur faut des gens qui soient capables de se battre, sur qui ils peuvent compter, etc. Pendant ce temps, dans la cité du sud de Paris, où a eu lieu l'affrontement, la vie a repris son cours. Pendant que nous réalisons ces images, nous croisons par hasard un protagoniste de la bagarre de la Poste. Il s'agit du jeune homme qui aurait pris une balle en plein cœur, si l'arme ne s'était pas enrayée. Il nous repère et quelques instants plus tard, vient à notre rencontre. Mais pourquoi on m'avait filmé, moi? J'ai déjà vu sur une vidéo à la Poste. Vous voulez me dire un truc, quelque chose? Hein? Après quelques minutes de négociation, lui et ses amis acceptent finalement de nous parler. Il nous explique pourquoi tant de jeunes se regroupent dans des bandes. Pourquoi il y a tant d'affrontements ici? Ah, je sais pas du tout. Oui, c'est une génération antérieure. Pourquoi toujours des bandes? Toujours des guerres entre bandes? Parce que personne n'essaie de s'en sortir tout seul. Et les gens ils pensent qu'en étant en bande, ils vont réussir leur vie. Marcher à 10 dans la rue, ça les rend plus forts. C'est facile de trouver un gang qui fait du taf. Hein. Moi, voilà, je connais des gens, là, ils sont dans la merde, ils cherchent du taf. Demain, on cherche une arme. C'est plus rapide que les assaisins ici. Hein. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est assez chaud, non? Bah ouais, échange de tirs, bagarre de bandes. Alors, pour quelle raison il y a eu un affrontement à la Poste? Quelle raison il y a eu un affrontement à la Poste? Parce que, logiquement, celui qui a l'arme, c'est l'agresseur, vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, qui va à la Poste avec une arme? Qui va à la Poste avec une arme? Il va à la Poste, soi-disant, il va retirer de l'argent. Personnellement, Il prend une arme de poing avec lui.
Pourquoi? Pour traîner avec une arme sur soi, il faut se reprocher quelque chose. On ne traîne pas avec une arme sur soi si vraiment on n'a rien fait. Moi, j'ai rien fait, je traîne pas avec une arme. Les jeunes passent sous silence leur propre rôle dans la bagarre. Mais à demi-mot, ils nous expliquent que le porteur de l'arme se savait menacé. Il appartient à une bande rivale, située de l'autre côté du boulevard. Une bande qui, quelques semaines plus tôt, les aurait attaqués à coups de pistolet. Ce serait donc le point de départ de toute l'affaire. Et l'affrontement de la Poste aurait eu lieu en représailles. Faut que les gens arrêtent de croire qu'on peut tirer sur les gens comme on veut. C'est pas comme ça la vie. On tire pas sur n'importe qui pour n'importe quoi. Non, il a failli perdre l'usage de sa main et l'autre il a failli perdre sa jambe. Pour des conneries comme ça. Parce que vraiment, je vous dis, c'est des conneries. C'est des conneries. Hein. Parce que après, les filles qui vont croire qu'il y a des histoires de je sais pas quoi d'un nid, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est même pas une histoire de regard ou d'un nid, c'est des conneries. C'est encore pire que ça. C'est encore plus infantile que ça. On ne saura jamais bien pourquoi, quelle était l'origine du conflit. Un regard mal interprété, une histoire de fille, un chahut quelconque, un mauvais geste va entraîner toute une série de réactions plus ou moins violentes, plus ou moins organisées, avec des retours, ils appellent ça des retours. Des matchs retours, c'est un peu ça. Et après, ça fait boule de neige, quoi. Pendant ce temps, le jeune homme au pistolet à grenaille est toujours dans la cellule du commissariat, en attendant de s'expliquer devant le juge. Mais visiblement, il ne retire de cette histoire aucune leçon. Bien au contraire. Ça va pas finir. Qu'est-ce qui va pas finir? Là, cette histoire. Père est chaud pour de mauve. Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'il va y avoir des représailles? Je pense, ouais. Moi-même, déjà, je veux me venger. Mais s'il faut aller au trou, je le ferai. Des propos plutôt inquiétants. Comme lui, il serait près de 5000 à faire partie d'une bande. La moitié seraient des mineurs. Presque toujours, ces jeunes sont livrés à eux-mêmes. Vous allez toujours à l'école? Non. Ça fait combien de temps? 2 ans. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont viré. Pourquoi ils vous ont viré? Mon comportement. Mon comportement. C'est-à-dire? Les conneries. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Rien, c'est parce que bagarre, les trucs comme ça. Vous allez rester combien de temps ici? La plupart des gens qui sont étaient ici, là, ils ont fini en tôle. Alors... À 15 ans, cet adolescent semble aujourd'hui n'obéir qu'à une seule loi, celle des bandes de quartier. Et tenter de résister peut parfois s'avérer dangereux. Saint-Denis, cité du Franc-Moisin, une banlieue très sensible, près de Paris. Mahmed est le directeur de ce supermarché, ou du moins de ce qu'il en reste. Regardez l'état du magasin. Il faut avancer un peu, regarde. Mais regarde, on croit qu'il y a un bombardement. On croit qu'ils l'ont bombardé sur le magasin. Mais regardez, il y a pour 600 000 de stock. Mais regardez, mais est-ce que c'est logique tout ça? Mais je rêve. Le 15 septembre dernier, un incendie criminel a entièrement détruit son établissement. Des années de travail parties en fumée. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? D'après la police, ils sont rentrés, ils ont cassé les portes, ils sont rentrés dans le magasin. Ils ont aspergé de pétrole ou d'essence, ils ont tout aspergé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ils nous ont punis. Ils ont gagné. L'enquête est toujours en cours. Mais pour Mahmed, aucun doute. Cet incendie est l'épilogue de la guerre qui l'oppose aux bandes du quartier depuis des années. C'est des bandes, bien sûr, ils me menacent tous les jours. Tous les jours, j'ai des menaces. Tous les jours. Parce que je baisse pas ma tête. Parce que je les réponds, moi. Moi, je veux le respect. Des enfants de 13 ans qui t'insultent, qui te menacent, qui te gazent, qui te frappent. Depuis 3 ans, les médias suivent le combat de cet homme contre les bandes de la cité. Il est même devenu un symbole. L'énorme ras-le-bol d'un commerçant de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Sa supérette a été attaquée 2 fois par des voyous en 2 mois. Son cauchemar commence en 2007, dès l'ouverture du magasin.
Des bandes veulent y imposer leur loi. Sur ces images d'une caméra de surveillance, des dizaines de jeunes armés de gaz lacrymogène et de matraques attaquent le vigile pour dévaliser les caisses. Le quartier, il y a une bande de voyous qui font la loi ici. Ils veulent servir gratuit, ils veulent tout faire à leur manière. Ils respectent rien. Pour eux, son magasin, c'est à eux. Insultes, vols, agressions. Mahmed se souvient parfaitement de l'événement qui a tout déclenché. Un jour, il y a un de policiers qui est passé. J'ai serré la main à ces gens-là. Il y a 4 individus qui sortent de la cité Franc-Moisin, cagoulés. Ils m'ont dit, enculé, comment ça se fait tu serres les mains à des policiers chez nous? J'étais surpris de ce mot-là chez nous. Il dit, chez vous où? Il m'a dit, ici tu es à 9-3 à Franc-Moisin. Ici, enculé de ta race ne serre jamais la main aux policiers. Et depuis ce jour-là, les problèmes ne cessent d'aggraver, de jour en jour. Mahmed ne veut pas se soumettre et il va le payer cher. Quelques semaines plus tard, un homme cagoulé surgit dans son magasin avec une barre de fer et il lui brise la jambe. Là encore, il saisit les médias pour dénoncer la situation dans son quartier. J'en ai marre parce qu'il n'y a personne qui parle. Les gens sont agressés, ils ne posent pas plainte. Les femmes âgées s'arrachent leur sacoche, ils ne posent pas plainte parce qu'ils ont peur des voyous. Mais jusqu'à quand on va avoir peur de ces gens-là? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? 3 ans plus tard, rien n'a changé. Au beau milieu de la cité du Franc-Moisin, le supermarché vient de brûler, mais là encore, personne n'a rien vu. Vous savez pas ce qui s'est passé là? Non. Le magasin était incendié. C'est à peine. Je sors, je vois que tout est brûlé. C'est comme ça. Je suis désolée. Vous savez ce qui s'est passé? Non, on ne sait pas, non. Là, venez pas m'interroger parce que je vous donne un coup. Non, là, écoutez, vous créez des emmerdes aux habitants d'ici. Nous, on habite ici. Hein, nous, on habite là, vous venez, après, on passe, et les jeunes, ils nous voient, ils vont dire qu'on dit des mal d'eux. Et après, on va avoir des problèmes. D'accord. Donc vous avez peur de témoigner? Non, j'ai peur de personne. On n'a rien vu. Mais ici, le Franc-Moisin, je deviens fou. Je peux pas vous raconter les histoires. Un enfant de 5 ans, il t'insulte. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Ils rentrent dans le magasin, ils mangent, ils serrent. On peut rien dire. Ils agissent rarement seuls, c'est ça? Ils sont toujours en groupe. Ils nous brûlent les voitures, ils percent les pneus. Je peux pas vous dire combien de plaintes j'ai posées ici, combien de plaintes. Depuis, Mahmed a reçu des menaces de mort et sa famille a même été agressée. Aujourd'hui, il vit caché, au point qu'il a dû changer sa voiture contre un véhicule un peu particulier. Qu'est-ce que c'est que ce camion? J'ai acheté ce camion de la poste, comme ça les gens ils savent pas. Ils croient que je travaille à la poste. Comme ça je suis pas emmerdé. J'ai même pas changé le numéro de matricule exprès. Comme ça ils savent pas où j'habite. Son café, il le prend désormais loin de la cité. Et même là, il prend ses précautions. Vous pouvez me dire, le monsieur qui est là, c'est... Ça c'est mon garde-corps, c'est ma sécurité. C'est lui. Lui, c'est votre garde-corps? Ouais. Voilà, il faut venir en cachette aussi, il faut pas qu'ils te suivent ces gens-là. Parce qu'ils savent où je bois le café, c'est la misère, c'est la misère. Voilà. Il y a reçu beaucoup de menaces. Et que ça, que des menaces, que ça. Je suis leur ennemi. Ce matin, Mahmed retourne une dernière fois devant le supermarché. Il a donné rendez-vous à ses employés et doit leur annoncer une mauvaise nouvelle. Nous, ici, je pense pas qu'on va ouvrir. C'est fini. C'est fini. On va pas se faire tuer pour un magasin. Fini. Vous étiez tous employés de ce magasin? Tous. Ça c'est mon équipe de choc, celle-là. Pas de photos, s'il vous plaît, parce que... Vous habitez dans le quartier? J'habite dans le quartier, on sait jamais, parce que... Oui. Maintenant, on va rester triste. Parce qu'on pas du travail. Il faut y aller au chômage. Je suis triste parce que j'ai ma famille. Il faut que j'ai payé des loyers, il faut que j'ai payé de tout, toutes les factures. Mais... Maintenant, je vais faire quoi? Les bandes ont gagné la bataille, mais au final, ce sont tous les habitants qui ont perdu.
Car à ce jour, aucun repreneur ne s'est présenté pour le supermarché. C'était le seul du quartier. Mais le plus souvent, la violence de ces jeunes se tourne contre les bandes adverses. Et parfois, cela peut avoir des conséquences dramatiques. Paris, métro porte de Clignancourt. Cette scène se déroule en plein après-midi, un dimanche de septembre. Au milieu des voyageurs, un jeune homme à capuche grise s'avance sur le quai. Il est inquiet et observe autour de lui avant de s'engouffrer dans le métro. Il hésite à monter, puis redescend sur le quai. Il ne le sait pas encore, mais il vient de commettre une grave erreur. Deux jeunes, ici en bas de l'écran, se dirigent droit vers lui. Il le rattrape et commence à le frapper. Quelques instants plus tard, c'est maintenant une douzaine de jeunes qui arrivent et lui assènent d'autres coups, au point de lui faire perdre l'équilibre. Il passe à quelques centimètres du train, puis les coups recommencent au milieu des passants. Mais son calvaire ne fait que commencer. On a bien pris conscience au travers de ces phénomènes de bande qu'en fin de compte un groupe ne devenait plus qu'une seule et même entité et que c'était un mouvement qui en fin de compte commettait un acte. Dans le couloir du métro, un déchaînement de violence s'abat sur le jeune homme, un véritable lynchage. Le groupe ou la bande va déresponsabiliser l'individu. Ils ne prennent pas conscience de la dangerosité de leurs actes. Lorsqu'on les réentend après, très fréquemment, ils vont nous dire « moi, c'est pas moi, c'est le groupe ». Au bout de longues secondes, des passants osent enfin s'interposer. Ils viennent de sauver la vie du jeune homme. C'est le site, le service spécialisé dans la lutte contre les bandes, qui est en charge de l'affaire. 3 jours plus tard, la victime de l'agression est entendue par les policiers. Elle s'en est miraculeusement sortie, avec seulement quelques dizaines de points de suture. Vous avez été seulement almoché, là. Ouais. Ce garçon a 16 ans, il vient de Massy dans l'Essonne. Il explique que ce jour-là, il est simplement allé aux puces avec une bande d'amis. Mais le policier flaire une affaire beaucoup plus sérieuse. Nous, on essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'il voulait nous aider. Vous voulez vos affaires. T'as vu que t'as failli te faire tuer quand même? Ouais. Ça t'évoque quoi? Je sais pas. C'est pas gratuit. Là, c'est même pas une histoire de regard, c'est même pas une histoire de cul, c'est même pas une histoire... C'est quoi? Tu réfléchis? Je sais pas. Je sais pas. Pas celui-là qui arrive à nous, là. Voilà. La victime ne veut rien dire, mais pour identifier ses agresseurs, les policiers ont besoin de le faire parler. Alors ils décident de lui montrer les images. Te tuer les mecs, c'est pas autre chose qu'ils cherchent. Regarde-le celui-là, regarde ce qu'il t'a fait. Regarde bien. Regarde, il prend appui sur ses deux potes là, il se jette sur toi avec les deux pieds. Il te brise la nuque, là il aurait pu te tuer là. Je veux dire, tu te mets pas à 14 ou 15 à taper un gars comme ça pour rien. Non? Ça va. Ah, ça te fait rien, mais là sur le moment tu peux pas trop rigoler. Là, le mec qui est à moitié mort, c'est toi. C'est pas un acteur télé qui va se réveiller une fois qu'on a dit stop. Hein. Devant ces images, le jeune homme se contente de sourire, comme s'il n'était pas concerné. Sauter sur la nuque d'un jeune, ça peut casser et ça peut faire très mal. Donc, mais visiblement, ça, ils n'en ont pas conscience. Même la victime, quand on lui montre ça, elle n'a pas l'air plus choquée que ça. Comme si elle regardait quelque chose, un film. Et encore, peut-être qu'un film, il lui procurerait plus d'émotions. Pas là. Grâce aux images, les policiers ont tout de même reconnu les agresseurs. Ils feraient tous partie de la bande de Clignancourt. L'un de ses membres a été convoqué. Le policier va l'interroger pour tenter de comprendre les raisons d'un tel déchaînement de violence dans cette station de métro. 18. Si, c'est là. Ça part. Eh putain, ça caillasse. Putain. Oh putain, c'est quoi ça? Vas-y, prends la gazette, je te fais en plein. Ça va très vite, on va voir un jet de gaz lacrymogène et puis un individu qui s'avance en grille qui tente d'empoignarder un autre.
Les policiers ont tout de même reconnu les agresseurs. Comment ça s'est passé l'embrouille? C'est parti de quoi? Ça a commencé juste pour une soirée des quartiers. Juste pour une soirée des quartiers? On a commencé à s'embrouiller. Parce que nous, d'habitude, on n'aime pas trop les artistes, on se dispute tout le temps avec eux. Ouais. Et c'est pour ça, après, j'ai pas aimé, après, on a commencé à s'embrouiller. Qui a haussé le ton en premier? C'est moi. C'est toi? Oui. C'était purement verbal ou tu l'as repoussé, c'était physique? Enfin, j'ai commencé à le parler, après je l'ai poussé. Mais après je me suis pas dit qu'il allait faire quelque chose. Donc je me suis retourné directement. Il est passé à côté de moi. Il m'a mis un coup en même temps. Et après ils ont commencé à courir. Ce coup, c'était en fait un coup de couteau. La lame a traversé son manteau avant de le toucher au flanc. Vous avez pris combien de coups de couteau? Seul. Vous savez qui vous a fait ça? Oui. Et vous voulez pas porter plainte? Pourquoi? Parler parce que, dans tous les cas, c'était une embrouille. Et mes potes, ils ont essayé de me défendre. C'est comme si ses amis ils ont essayé de le défendre. Et moi aussi, ils ont essayé de me défendre. Donc, dans tous les cas, ça sert à rien. Œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi des bandes. Et la police n'a rien à faire là-dedans. Les enquêteurs connaissent maintenant les raisons de ce lynchage. Il s'agit donc bien d'un règlement de compte entre bandes. Les policiers retrouvent l'auteur du coup de couteau. Il est interpellé avec un autre ami. Tous sont mineurs. Mais pourquoi vous avez donné un coup de couteau? Eux aussi, ça fait des couteaux. On était en danger. On était chez eux et ils étaient beaucoup. Soit c'est nous on le met, soit c'est eux nous le mettent. Et moi, on m'a appris, il vaut mieux toujours être le boucher que le veau. Provocation ou irresponsabilité, à 15 ans, ils ont failli tuer un homme et ils en sont presque fiers. Ah oui, là, ils sont complètement solidaires. Là-dessus, c'est quelqu'un du quartier. Alors, soit c'est parce que on défend l'honneur du quartier, soit c'est parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est le petit frère, c'est le cousin, etc., ou c'est le copain. Soit c'est simplement parce qu'on a envie de taper quelqu'un, hein, c'est l'envie de besoin de violence, etc. C'est, je sais pas, un instinct primaire. La chasse, et voilà, tout le monde sur une cible. Reste maintenant à identifier la bande des 15 agresseurs. Mais le jeune homme interpellé ne donne aucun nom. Il prétend ne pas connaître ceux qui viennent pourtant de le venger. Les connaissances, je serais pas avec eux, je reste pas avec eux. Pourquoi vous seriez pas avec eux? Parce que je sais pas, je traîne pas avec eux. Qu'en fait, elle s'est pas présentée En mais date de quand en date d'hier. Dans cette affaire, personne n'a porté plainte. Le policier redoute une spirale de la violence. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des représailles après, c'est ça? Il y en aura, sinon c'est pas drôle. Il y en a toujours. Et ça s'étale sur une période jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils en aient marre de se taper dessus et ça change de quartier. Le jeune qui a porté le coup de couteau sera présenté au juge. Quant aux autres, ils ont fini par être relâchés. Quel regard portez-vous sur ces gangs qui émergent aujourd'hui, vous? C'est qu'il faut qu'ils réalisent que tout ça, ce n'est rien d'autre qu'une phénoménale perte de temps. Ils vont perdre 3 à 5 ans de leur vie dans des guerrières de quartier sans réel intérêt, pour des motifs la plupart du temps extrêmement futiles, parce qu'il s'agit d'adolescents, de préadolescents, et qu'on n'est pas encore dans des questions d'argent, c'est pas encore ancré dans leur esprit ni dans leurs attitudes. Ils vont se détester, se faire du mal avec des gens qu'ils ont toujours connus, puisqu'ils se fréquentaient les mêmes salles de sport, les mêmes écoles et les mêmes amis autrefois. Et finalement, les 5 ans qu'ils auront perdus, au moment où certains voudront sortir, si c'est leur choix, et beaucoup font ce choix-là au bout d'un moment, il leur faudra encore 3 ans pour arriver à sortir de ça. Donc, à partir de ce moment-là, on peut comptabiliser entre 7 et 10 ans comme ça et tout, de perdus. On n'avance pas. Moi, dans le quartier des Pyramides dans lequel je vivais, avec les jeunes que j'ai aidés, certains de ces jeunes et tout, je leur disais, regarde bien, t'es dans le quartier, il y a l'arrêt de bus, il y a des gens qui vont au lycée juste à côté, qui traversent ce quartier tous les jours. En 5 ans, ils seront passés de telle classe à telle classe. Toi, ça fait 5 ans que tu es là à tenir les murs. Et au bout de 5 ans, tu es toujours là. Alors au début, c'est toi qui rigoles sur eux, mais à la fin, c'est eux qui rigolent sur toi. Retour au commissariat du 18e arrondissement. Cela fait 13 ans que le brigadier-chef Christophe patrouille dans le secteur. Et aujourd'hui, les violences liées aux bandes
ont pris de plus en plus d'importance dans son travail. Là, par exemple, phénomène de bande. Léon Serpollet, c'est un square, phénomène de bande. Rue Riquet, phénomène de bande, mais là, c'est fini. Ils sont partis en vacances. J'en connais depuis 10 ans, je les ai vus grandir tout petits. Ils ont pris 1 mètre de croissance en une dizaine d'années, bien sûr. On ne peut pas laisser le terrain à ces catégories de personnes, mais on ne peut pas non plus prendre des risques et puis mettre une cité à feu à sang, c'est pas le but. Voilà. Donc s'il y a des situations agressives en face de nous, c'est sûr qu'on va répondre d'une manière virile. Il est hors de question de ne pas faire notre travail de A à Z. Par contre, les choses se passent bien. Les choses se passent bien. On n'est pas là non plus pour attiser quoi que ce soit. Conséquence, sur le terrain depuis 5 ans, les interventions dans certains quartiers sont parfois tendues. On avait pris une armoire métallique, mes collègues, c'était à l'automne dernier, ici, là. C'est tombé d'une cage d'escalier, là, ici, là. Ici, c'est combien, il y a 3 semaines, un mois? Découvert d'un fusil à pompe, donc un calibre 12, avec cartouche et cagoule. Au même moment, ses collègues reçoivent un appel pour une agression dans l'une de ces cités. Plusieurs jeunes qui essayent de tirer un sac à une personne âgée. Charlelotte, c'est laquelle? Émile Bertin, c'est pas celle-ci, je prends à droite là. C'est à droite là. 18. Si, c'est là. Charlelotte, on y est. Même pour les policiers, intervenir dans ce quartier est devenu périlleux. La victime s'est réfugiée dans ce hall. Elle n'ose même plus sortir. Venez avec nous, madame. On va essayer de les retrouver. À quelques mètres de là, un groupe de jeunes se rassemble et commence à provoquer les policiers. Allez, vous nous les montrez là. Allez-y, montrez-moi. Regardez si c'est eux là. Ils sont comment les 3? Madame. Non, c'est pas ça. Ils sont barrés. Attends. Eh putain, ça caillasse. Ça vient derrière. Putain. Ah putain, c'est quoi ça? C'est de la farine. Non, c'est pas de la farine, la vitre elle est pétée. Elle est pétée. Retourne. On a pris la victime en charge, on s'est fait agresser par 3 individus, on n'a pas le signalement. On s'est fait caillasser à Charlelotte, on a la vitre arrière qui est pétée. Il y a des jeunes sur place. Les policiers prennent en chasse le groupe qui a lancé le projectile. Ils sont rejoints par les hommes du brigadier Christophe. Vas-y, go les gars là. J'ai vu, arrête un peu, je suis un menteur. La vie de ma mère que j'ai rien vu. Est-ce que quelqu'un a vu les deux là jeter celui en gris, c'est sûr, il y était dans le groupe. Je dis pas que c'est lui qui a jeté. Je sais pas. La fille, je sais pas. La fille de ma mère, je sais pas. La fille de ma mère, j'ai rien jeté, mon frère. Pendant ce temps-là, un policier recueille le témoignage de la victime à l'arrière de la voiture. Ils vous ont tapé? Ouais. Est-ce qu'ils vous ont volé quelque chose? Oui. Ils vous ont volé quoi? Des bijoux. Pas de téléphone, pas de carte bancaire, rien du tout. Non. D'accord. Alors ils étaient combien les individus? La victime est encore sous le choc. De son côté, Christophe interroge les suspects et sur l'un d'entre eux, il découvre 200 €. C'est à votre tante? C'est celle qui passe à c'est à votre tante? Oui, d'accord, on va le remettre dans la poche. Vous avez un métier, monsieur? Vous avez un métier, monsieur? Vous avez quel âge? 15 ans. 15 ans et vous avez tout cet argent? D'accord, oui, c'est la tantine. Pour acheter une machine à laver, ça doit être ça. D'accord, ok. C'est bien, monsieur. Au pied de la cité, leur bande s'est reformée et provoque les policiers. Voilà, vous avez typiquement un phénomène de bande, voilà comme on peut dire. Voilà. La police arrive pour une agression de femme âgée. On est reçu voilà, par des cailloux et puis des jeunes qui squattent à droite, à gauche, avec des gamins de 15 ans qui gardent les sous de leur tente dans la poche de leur veste. Voilà, tout va bien. Très rapidement, la tension monte et les policiers appellent des renforts. Ils savent que la situation peut rapidement devenir incontrôlable. Dans la voiture, la victime du vol se sent de plus en plus mal à l'aise. De toute façon, je vous donnerai les démarches à suivre pour aller déposer plainte. Et ensuite, vous aurez une réquisition pour aller voir un médecin. Et comme ça, on aura les jours d'ITT. Hein, parce que vous avez quand même la lèvre gonflée. Hein. La victime, aujourd'hui, elle n'ira pas déposer plainte. Ouais. Elle veut partir. Allez, au revoir, madame. Faites attention à vous. Hein. La femme qui vient de se faire agresser connaît bien cette cité.
Elle préfère se taire pour éviter les représailles. Arrêtez, putain. Arrêtez, voilà, putain. On n'a rien fait, wesh. Quant aux 2 jeunes soupçonnés de caillassage, ils sont conduits au poste. Mais la police reste vigilante. Regardez comment on est obligé de s'équiper face au phénomène de bande, notamment sur notre arrondissement. Voilà, regardez, des fonctionnaires avec des boucliers, des casques. Tout ça quand on vient porter secours à une dame qui se fait agresser. Et donc voilà comment on est obligé d'intervenir. Cette dizaine de policiers anti-émeute va stationner plus d'1 heure au pied de la cité, le temps que la tension retombe. Tout le temps, hein, dans ce quartier-là, à chaque fois qu'on y va. C'est régulièrement hein, qu'on se prend des cailloux hein, sur les véhicules de police. Hein, c'est quasiment quotidiennement. Les 2 jeunes interpellés sont mineurs, mais ils sont déjà bien connus des services de police et visiblement, ils ne sont pas du tout impressionnés. Tu as dû faire quelque chose parce que tu as été reconnu. La pile de ma mère que j'ai rien fait. Sur le compte là, mec, j'ai rien fait. On m'a reconnu quoi? Arrête, wesh, arrêtez, voilà, arrêtez. Là, ils font les malins, mais c'est des jeunes qui ont 200 € dans les poches, qui cassent tout, qui agressent, mais c'est personne. Voilà. Je vais jeter une pierre, c'est même pas mon quartier. C'est pas ton quartier, c'était avec les mêmes mecs, c'est pareil. Mais quelle aide? C'est même pas là, vous parlez avec moi? Je rigole, c'est moi qui conduisais le véhicule, ok? C'est ma voiture. Tu vas casser mon carreau, ok? Allez, présentation de la journée. C'est JB qui... Ce jeune homme va passer la nuit en garde à vue. Mais comme la loi l'exige, les policiers doivent tout d'abord prévenir ses parents. Vous êtes collégien? Oui, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger, c'est la police du 18e arrondissement, officier de police judiciaire de permanence. Je vous appelle au sujet de votre fils. D'accord, mais je dois vous informer qu'il est en garde à vue chez nous. Hein, depuis 21h55. Voilà. Non, il ne s'est pas disputé, ils étaient avec ses copains, ils ont lancé des pierres ou je ne sais quel objet sur des véhicules de police. Vous êtes avisés. Voilà, au revoir. Bonne soirée madame, au revoir. Comment ils ont réagi, ses parents? Ah, il m'a dit merci beaucoup, au revoir. Ils ont l'habitude. Ah, ils n'avaient pas la surprise? Ah, du tout. Les parents sont tellement habitués que bon, voilà. Quand c'est des primo-délinquants, la première fois, c'est vrai que les parents réagissent tout autrement. Et on a aussi les parents qui nous disent bah, gardez-le, j'en veux plus. Mais qui ne savent plus quoi faire. Donc c'est la détresse humaine en même temps que, voilà, que le reste. Ouais. L'autre jeune garçon n'a même plus besoin d'être guidé vers les cellules. Il connaît bien le chemin. Tu te vantes de le connaître? Il n'a pas encore 15 ans et c'est déjà la 7e fois qu'il est placé en garde à vue. 180? Je vais compter avec toi après. Tu travailles là? Non. Non? C'est pas moi. T'as 180 € dans les poches, tu C'est travailles pas pas? moi. C'est pas moi. C'est à qui? C'est à mon frère. Ah bon? Visiblement, il a oublié qu'1 heure plus tôt, il prétendait que c'était l'argent de sa tante. Monsieur, vous volez pas avec moi, vous volez pas mon argent. Non, je vais pas voler ton argent, je suis pas un voleur. 1, 2, 3, 5 billets, 100 €, 180 €. Voilà. Allez, tu sais où c'est? 6. La 6? Ouais. Allez là. Putain, je suis tout seul, mon frère. Je peux pas monter avec mon pote. Non. La 6, allez. Les 2 jeunes seront libérés le lendemain, faute de preuves. Pour lutter contre les bandes, les policiers s'appuient aujourd'hui sur un outil discret, mais réputé efficace, la vidéosurveillance. À Paris, toutes les caméras sont centralisées ici, dans ce local ultra sécurisé de la préfecture de police. C'est quoi cette caméra là qui tourne là? C'est l'hélico qui est en mission sur 93 sur les toits. D'accord. Vous êtes devant les quelques caméras vidéo qui sont pour nous implantées dans les transports en commun, qui nous permettent d'accéder en temps réel à n'importe quelle gare de l'Île-de-France. Soit nous sommes en face d'un événement qui nous permettra d'envoyer une patrouille en temps réel, soit si nous n'avons pas pu être en face de l'événement ici ou à la salle de commandement, eh bien nous pouvons disposer des images enregistrées. Avec celle des transports en commun de toute la région parisienne, ce service peut compter sur plus de 15 000 caméras.
Donc c'est très utile cette télésurveillance. C'est pas utile, c'est indispensable. C'est indispensable à notre action. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir qu'une police moderne, efficace, ne dispose pas d'images de ce type-là pour prévenir, d'une part, la commission des délits et, d'autre part, identifier les auteurs des délits ou des coups lorsqu'il y a des affrontements entre bandes. Point particulièrement sensible pour ces hommes, la gare du Nord. Avec un demi-million de personnes qui transitent chaque jour, c'est la première gare d'Europe, la 3e au monde. Mais pendant des années, elle a été le terrain d'affrontements entre bandes. Exemple avec ces images, enregistrées au printemps dernier. Voilà, c'est parti, ça va très très vite. On va voir un jet de gaz lacrymogène, voilà. Et puis un individu qui s'avance en grille, qui tente de porter un coup de couteau à un autre individu, et qui le porte d'ailleurs. Vous avez nettement vu le couteau, et là vous en avez un autre qui a encore un couteau et qui tente d'empoignarder un autre. Est-ce que les individus ont été interpellés? Oui, on a un blessé par coup de couteau. On interpelle les individus au bout de quelques jours, grâce à la vidéo. Pour reconquérir la gare du Nord, en plus de la vidéosurveillance, les autorités ont doublé leur patrouille. Et aujourd'hui, la situation s'est pacifiée. Pour nous en convaincre, le directeur de la DPSP nous emmène sur place. Voilà, venez voir là, venez ici. Venez filmer l'opération en cours là-bas. C'est un jour de départ en vacances, les gens doivent pouvoir partir tranquillement. Et un après-midi comme cela, où il y avait autant de monde, je pense que la gare est bien sécurisée. La présence policière est dissuasive et les contrôles systématiques. Non. Pas déclaré, pour l'instant. Non. Bon, par contre, il a quand même la coupe de cheveux. Il a quand même la coupe de cheveux qui correspond ou au GDN ou à d'autres personnes qui sont sur le côté. Et comme il traîne régulièrement ici, avant qu'il en fasse partie, on fait connaissance. Les individus qui trouvaient ici moyen de venir s'affronter ne sont plus là de manière aussi prégnante. Ils peuvent se regrouper, mais en tout cas, ils sont par petits groupes et en tout cas, ils ne créent pas le sentiment d'insécurité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc notre action, à la fois judiciaire, nos interpellations et notre présence a fait que le phénomène a à peu près disparu. Mais les policiers restent à l'affût. Un peu plus loin, ils fouillent un jeune homme suspect. Et dans son sac, voici ce qu'ils découvrent. Un point américain. Arme de 6e catégorie. Pourquoi vous avez un point américain? C'est une question de sécurité, c'est tout. C'est pas un objet de décoration, c'est pas un bel objet. Avec ça, on peut faire très mal. Vous pouvez tuer quelqu'un avec ça? Comment? Vous pouvez tuer quelqu'un avec ça? Vous êtes conscient? Jamais. Vous êtes conscient? Jamais. Vous êtes conscient que vous pouvez tuer quelqu'un avec ça? Les policiers interrogent son acolyte pour en savoir plus. Ils soupçonnent un règlement de compte entre bandes. Ils veulent le tuer. Et pourquoi ils veulent le tuer? C'est une histoire. C'est quoi l'histoire? En fait, c'est une histoire de cité, en fait. Alors au départ, c'est une embrouille, si j'ai bien compris. Un différent, mais qui portait sur quoi? Une fille? Non, même pas. De la cam? Ah, je vois sourire un petit peu, l'histoire de cam, voilà. Un petit peu, et c'est une embrouille donc entre une cité d'Aubervilliers et l'autre cité, elle est d'où? Courtilière. Courtilière, d'accord. Vous faites partie d'une bande? Un peu. Un peu. Comment? C'est marqué là. Il y avait une histoire de cité. En fait là, les mecs ils veulent la peau à mon copain. Et c'est ça. Mais en fait ils ont tapé son petit frère. Son petit frère et des autres gens aussi. On a trouvé les personnes qui ont fait ça et on a réglé ça direct. C'est parti jusqu'à des armes, bon voilà quoi. Ouais, mais si vous le prenez, On va pas se contenter de le prendre, monsieur. Vous allez faire l'objet d'une procédure judiciaire, c'est pas rien. Vous êtes connu des services de police? C'est la première fois? C'est dommage, monsieur. Bon, on va vérifier ça de toute façon. Vous allez nous accompagner, on va aller au poste de police, monsieur. Il va aller en garde à vue là, tout ça. Ah, il va partir en garde à vue là. C'est quand même dommage. Donc le message qu'il faut faire passer à tous vos copains, c'est qu'il ne faut pas se balader avec des armes blanches. Ni des poings américains, ni des couteaux, ni quoi que ce soit. Même pas la petite lacrymo. Ça sert à rien. Ici, vous êtes en sécurité. Quand vous voyez le nombre d'effectifs de police ici, vous êtes en sécurité, d'accord? Et c'est notre rôle à nous. Ok?
Allez, c'est le message qu'il faut faire passer. J'espère qu'ils vont relâcher mon copain là. Parce que sinon on va tout casser. Aujourd'hui, les policiers viennent probablement d'éviter une bagarre, mais certaines sont imprévisibles. Paris, porte de Saint-Cloud, au début de l'été. Un peu avant minuit, un groupe de jeunes s'apprête à regagner sa cité des Périchots. Ils sont suivis par 2 hommes, en blanc, d'origine asiatique. Soudain, une bagarre éclate. L'homme à la chemise blanche sort un couteau et frappe son adversaire. Ils sont rejoints par les autres membres de leur bande. L'affrontement est bref mais très violent. Cet homme a reçu 5 coups de couteau. C'est le lieutenant Eric du site qui est en charge de cette affaire. La victime a frôlé la mort. Elle est soignée dans cet hôpital parisien. Bonjour. C'est la police. On peut? Ah bah ils sont tous là. Dans la chambre, les amis de la victime. Le policier les invite à sortir le temps de l'audition. Il veut savoir s'il s'agit d'une violence gratuite ou si une nouvelle guerre des bandes vient d'éclater. La victime, c'est elle. C'est un miraculé. Le coup de couteau est passé à 3 mm de son cœur. Ok, d'accord. Ouais, c'est gros couteau alors. Le mec, il était trop déterminé. C'est la fille de mère qu'il était déterminé. Comme il me fonçait dessus, si j'avais pas mon pied, j'étais mort. Parce que le mec, il était là. Tac, 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 tac. C'est juste qu'après, mon pote, il a dit, il y a la police, il y a la police, il y a la police. Ils ont eu peur, ils sont partis. Le jeune homme affirme qu'il ne connaît pas ses agresseurs et qu'il ne les a jamais vus avant de monter dans ce bus. Donc à aucun moment vous avez parlé aux 2 Asiates, hein? Non, je peux pas. Même pas à l'arrêt de bus? Non, je les ai pas calculés. S'il y a eu une réflexion qui a été faite là, à ces mecs-là, quand vous êtes montés dans le bus, faut le dire, parce que de toute façon, on vous le reprochera pas, c'est pas... ça justifiera jamais ça, quoi. Aucune réflexion n'a été faite dessus. D'après la victime, l'agresseur l'aurait attaqué sans raison. L'enquêteur a des doutes. Cela fait 4 ans qu'il travaille dans ce service spécialisé, et pour lui, cette version ne tient pas. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il se souvient plus bien, quoi. Bizarrement, il se souvient très bien de l'agression, mais pas de ce qu'il a fait avant, quoi. Vous avez déjà vu comme ça des agressions portant contre quelqu'un pour rien, gratuitement? Non, jamais. Jamais. Retour au site. En repassant la vidéo, un certain nombre d'indices laissent penser aux policiers que les agresseurs avaient prémédité leur coup. Première chose intéressante, c'est qu'on a cet homme-là qui passe un coup de fil. Pendant tout le temps du trajet, il va téléphoner. On suppose que c'est aux complices qui vont leur prêter main forte par la suite, quoi, au moment de l'agression. Les 2 hommes évitent de regarder leur cible, car le moment de l'attaque approche. L'un d'eux pense même à protéger sa montre, qu'il range soigneusement. Lui confie ses lunettes. Hein. Et rapidement, l'agresseur sort son arme. Voilà, là vous voyez, il a sorti discrètement son couteau, là, qui tient maintenant dans la main gauche. Donc a priori, là, il semble déjà avoir l'idée de... ou en tout cas se préparer tout doucement à agresser les jeunes qui sont au fond du bus, quoi. Voilà. Vous l'avez repéré, le signe, là? Les autres membres de la bande sont arrivés. C'est le moment d'attaquer. L'action ne dure que quelques secondes, mais elle est d'une extrême violence. Grâce à la photo tirée de la vidéo du bus, l'homme qui a porté les coups de couteau est reconnu en pleine rue par des policiers. Il est interpellé. Il est philippin et ne parle pas français. Une traductrice l'accompagnera pendant les auditions. Fingerprints and photo. Par contre, dites-lui de ne pas forcer de se laisser faire parce que sinon je ne vais pas y arriver. You just like a doll, okay? Like a doll.
Cet homme est inconnu des services de police. Regardez dans l'appareil, hein. Ni lui, ni aucun autre membre de sa bande ne figurent dans leur fichier. Pour tenter de savoir à qui ils ont vraiment affaire, les policiers du site interrogent d'abord la femme du suspect. Comment est-ce qu'il devient fou et qu'il perd son self-control? Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? He has self-control. He doesn't lose his self-control. No. He's very kind. D'accord. Avec elle et avec les autres personnes? And Yes. also with other people. Yes, other people. D'accord. Ok. 150, 200... Benjamin, l'enquêteur du site, travaille aussi sur cette affaire. Dans la sacoche de l'agresseur, il découvre des éléments qui font planer un sérieux doute sur les affirmations de sa femme. Je suis en train de faire, faut lui dire, en train de faire l'inventaire de ses effets personnels, de sa fouille. Alors, je trouve ça, And he find this cutter. ce type de cutter. Yeah, because of the wine. Ensuite, Yes, ça c'est pour le vin. pour le vin. Ouais. Ensuite, d'accord, je prends un stylo pour signer un procès-verbal. And he's Et in pencil. hop. C'est quand même bizarre, quoi. Quelqu'un qui a ça sur lui, c'est qu'il a quelque chose, soit il craint quelqu'un, soit il a besoin de se défendre, quoi. If you have He's a cook. He's a cook. Ah. D'accord. Sauf qu'un couteau, comme il y a caché dans le stylo, on s'en sert pas pour couper de la nourriture. Ça part en couille. Ah, ça y est, les bagnoles, ça caillasse. Les bagnoles. Ça y est, ils savent même pas pourquoi on est là, mais ils aiment pas la police. Visiblement, l'accusé n'est pas aussi pacifique que sa femme le décrit. Reste à lui faire reconnaître les faits. Première étape, l'identification formelle. Lui et sa bande, interpellés quelques heures auparavant, sont regroupés derrière une vitre sans teint. De l'autre côté, la victime doit les identifier. Il était là? D'accord. Ouais. La victime les reconnaît tous. Ok. Hey, il fait long, lui. C'est pas lui qui peut se taper. Confondu par la vidéosurveillance, identifié par la victime, l'agresseur n'a plus d'autre choix que de reconnaître les faits. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? What did you do? Yeah, you can see the video. I think I stabbed him. You? I think I stabbed him. Yeah. Je pense que je vais planter. Il a asséné 1, 2 coups, 3 coups. How many shots? How many shots? I think more than 2. More than 2? I think more than 2. Plus que 2. Plus de 2 coups avec mon couteau, hein. Le patron du site profite d'une pause pour faire le point avec ses enquêteurs. Pour lui, il subsiste encore trop de zones d'ombre. Cette affaire ne me plaît pas, parce que je ne comprends pas. Je ne crois pas du tout à cette agression comme ça, gratuite. Ça n'a pas de sens. C'est une agression gratuite, hein? Ouais, c'est ça. Moi, je crois pas du tout. Et les victimes sont aussi, les victimes sont aussi déglinguées que les auteurs là-dedans. Donc il faut connaître l'histoire. Ça ne me convient pas. À l'autre bout du couloir, la victime est à nouveau entendue. Les policiers sont persuadés qu'il s'est passé quelque chose avant l'agression dans le bus. Et ils veulent savoir quoi. Maintenant, tu dis la vérité, d'accord? Parce que là, on est jeudi, les faits, ça s'est passé dimanche, et pour l'instant, on a perdu 3 jours. Donc les bêtises de on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, nous on est gentils, c'est terminé. Maintenant, tu dis la vérité, tu vas dire tout ce qui s'est passé. C'est pas une conversation avec les Chinois. Si j'en ai eu une, ça c'est obligé, j'ai dû dire ouais, t'as un chaud, toi, c'est tout. Sans plus. Et c'est là que vous avez échangé un mauvais regard? Ouais, c'est là qu'on a changé mon regard. You show it like this and yeah, like that. For example, you and me. Yeah. So I say something in press and then I like this and was saying something in press and then before I step to the bus, he tapped it like this one. My back. He do that to impress his friend that I. Pour quelle raison? Comme ça, gratuitement? Maybe because we are Asian. I don't know. I think because we are Asian, we are small person. Peut-être parce qu'eux ils sont We are only two, maybe we are only two. That's et why. ils sont petits. Est-ce qu'il ne trouve pas son acte un peu disproportionné face à l'attaque? Parce qu'on est quand même face à un mec qui lui fait ça avec le poing, et lui, il répond en donnant un coup de couteau. Alors, c'est pas disproportionné, non?
I am stranger. I am stranger here. I didn't understand what he's saying. It's the first time that I saw that guy. Because this guy first threatening me. Il pensait qu'il était en danger, d'accord. Entre penser être en danger et être en danger réellement, ça va être très difficile pour lui de se justifier son acte par rapport à l'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a rien eu. Il ne pourra jamais invoquer la légitime défense là-dessus. C'est impossible. Impossible. L'agresseur risque 30 ans de prison. Les autres membres de sa bande encourent 7 ans de réclusion pour violence avec arme en réunion. Et un adolescent a failli mourir. Parfois, il suffit d'une étincelle pour que la situation explose. La nuit tombe sur Paris. Le brigadier-chef Christophe et ses hommes reprennent la patrouille dans le quartier de Pigalle, qui attire chaque soir de nombreux touristes, des cibles privilégiées pour les bandes du quartier, mais aussi un terrain d'affrontement entre bandes rivales. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ils se retrouvent sur Pigalle, voilà, ils se fixent des dates de rencontre, et puis où ils se trouvent, ils commencent à échanger. Voilà. Les policiers sont à l'affût du moindre débordement. L'objectif de ce soir, un groupe de jeunes qui fait du bruit au pied d'un immeuble. Bonsoir. Tiens, mettez-vous tous là-bas, s'il vous plaît. Je vous explique. Là, devant le 9, il y a des gens qui habitent, qui dorment. Voilà, le regroupement, là, il saoule quelques personnes. D'accord? Monsieur, vous appelez comment, monsieur? Vous avez des papiers, vous? Non. Comment ça s'écrit? Vous avez des papiers, vous? Vous avez donné? Et vous, comment vous appelez, vous? Oh! Parlez-moi. Eh ben, arrêtez de crier, d'hurler, monsieur. Viens pas te mêler. Jeune homme, viens pas te mettre du contrôle parce que je vais me mêler de toi, là. D'accord? Ça se passe bien avec tes amis, là. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors, viens pas te mêler des affaires de l'autre, d'accord? L'un d'entre eux agite une béquille, une arme très prisée dans les bagarres. Christophe tente de calmer le jeu. C'est une menace déguisée? Écoutez-moi. Ça va se passer avec un rappel à l'ordre, tout simplement. On a vos noms, terminé. Donc ça se passe bien tranquille. S'il y en a qui viennent foutre le tarma là, sur l'affaire, on fera ce qu'il faut aussi, d'accord? Mais les provocations reprennent. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que j'ai pas de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Pourquoi vous parlez de mon physique? Avec les potes, ça se passe bien. Mais c'est pas mes potes, moi. C'est pas mes potes, moi. Pourquoi vous parlez de mon physique? Mais alors, me parlez pas, monsieur. Me parlez pas. En quelques minutes à peine, la situation est devenue explosive. Pour éviter qu'elle ne dégénère, à 3 contre 10, Christophe décide de mettre un terme à ce simple contrôle. Monte dans la voiture parce que j'ai pas envie qu'on se fasse casser une lunette arrière encore. Il y a des vieux qui habitent dans cet immeuble, ils en peuvent plus. À moins des choses, c'est que... Vous en menacez, là? Oui, mais bien sûr. C'est pas grave. Tous ceux qu'on a vus, on connaît leurs noms, leurs adresses. Le moins de cailloux jetés par un de ces gars, il y aura une réponse pénale derrière. Quelques mètres plus loin, les provocations recommencent. Fais gaffe, casse-toi! Voilà, jet de canette. Une canette d'un célèbre Colin a été jetée dans notre direction. Une fin de patrouille ordinaire pour le brigadier-chef, mais parfois une simple intervention peut dégénérer en affrontement. Neuilly-sur-Marne, en banlieue parisienne. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes sur une affaire? Alors là, on part, en fait, il y a eu tout à l'heure dans l'après-midi, il y a eu une alarme intrusion sur une poste. C'est quoi une alarme intrusion? Alors, une alarme intrusion, en fait, c'est un centre de télésurveillance qui nous relate le fait qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la poste. Donc ça s'est passé il y a à peu près 1h30 de ça. Et le temps que toutes les autorités se mettent en place, donc là on se rend dessus parce que les collègues qui sont dessus sont en train de se faire caillasser par les jeunes des cités qui sont là-bas sur place. Fabrice de la brigade anticriminalité de la Seine-Saint-Denis connaît bien Neuilly-sur-Marne. Il y patrouille depuis 3 ans et ce n'est pas la première fois qu'il doit porter secours à d'autres policiers. Première difficulté, ils doivent s'arrêter avant d'avoir rejoint leurs collègues.
Ils ont repéré un rassemblement suspect et craignent d'être à leur tour pris pour cible. Ah, regarde là-haut, tu vois, voilà. La configuration des lieux, c'est qu'en fait, toutes les zones sont en hauteur. On va faire le tour en voiture, on va revenir par l'autre côté. Pourquoi vous dites ça? Parce que là, si on risque non seulement déjà pour la voiture, et puis pour nous en passant sous la passerelle. Par contre, tu pars en marche arrière si tu peux, là. Pars en marche arrière. On va pas traverser parce qu'on va se faire niquer, là. Descends l'escalier. Ça part, ça part. Il y a des collègues derrière. Mais pas le temps de faire le tour de la cité. L'affrontement reprend entre certains jeunes du quartier et les policiers déjà sur place. Laurent et son équipe montent sur la passerelle afin de repousser les fauteurs de troubles. Mais il en faut plus pour impressionner certains jeunes qui continuent à provoquer les policiers en leur jetant des pierres. Ça caillasse. Quand on est arrivé, vous aviez tous les individus qui étaient sur les esplanades, en fait, qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Donc vous avez tous les effectifs de police qui sont là ou là-bas. En fait, on se fait caillasser. Pour quelle raison? On n'aime pas la police. Voilà. Ils savent même pas pourquoi on est là, mais ils n'aiment pas la police. Donc tout ce qui peut représenter l'État, ils n'aiment pas ça. Ah. Allez, Pascal, Zoff et moi, on se met juste à l'angle là, et vous bougez pas d'ici. Les policiers sont bien décidés à ne pas lâcher le terrain. Ils repoussent les jeunes un peu plus loin, mais cela ne fait que déplacer le problème. Ouais, mais ils vont refaire le tour pour repasser par l'autre passerelle. Ça arrive, les gars! J'entends pas avec le casque. Ils ont compris, ils ont compris. Pour impressionner leurs assaillants, ils tirent en l'air au flashball. Toute la bande contourne la cité pour prendre les policiers à revers. La réaction des jeunes est immédiate. Ça y est, les bagnoles, ça caillasse. Ça y est. Aussi vite qu'ils étaient apparus, les assaillants abandonnent le terrain et se dispersent. Laurent et ses hommes reçoivent le signalement de l'un des caillasseurs. Ils partent aussitôt à sa recherche. Hauteur de jet de projectile. C'est lequel? Jean Claire et veste Adidas? Oui. Hein? C'est lui qui se barre, hein? Ils repèrent le suspect à quelques mètres devant eux, assis au milieu de ses amis. C'est celui-là qui se barre. L'intervention est rapide. Le jeune homme a à peine le temps de réagir. Passez-le. C'est bon? Donne ta main. Allez. Derrière, ça là, par derrière la main. Allez. Voilà. Je modifie le garde à vue, d'accord? En violence volontaire. Attends. Il y a des chaussures. Le suspect nie les faits, mais il est conduit au commissariat. C'est bon. Allez. Doucement. Si on se dépêche de charger l'individu dans le véhicule. L'interpellation se fait au pas de course. Pas question de laisser le suspect trop longtemps sur place. Cela risquerait d'attiser la colère de ses amis et de remettre le feu aux poudres. Ce soir-là, les policiers mettront 3 heures à rétablir le calme à Neuilly-sur-Marne. En France, 5000 jeunes feraient partie d'une bande ou d'un gang, un chiffre difficile à vérifier et qui fait aujourd'hui débat. Mais au-delà de cette guerre des chiffres, il n'en demeure pas moins que les bandes sont désormais une réalité dans le paysage criminel français. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMC. Bonsoir.